La gestion des eaux usées à Bamako est au centre d'une rencontre de 2 jours initiée par les acteurs de l'eau et de l'assainissement. Ils planchent principalement sur la relecture de la redevance du service public d'assainissement des eaux usées et boues des vidanges. C'est parti pour la 2e édition du Festival Yereko, un événement qui vise à transmettre certaines valeurs culturelles à la jeune génération. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a abrogé hier le décret de nomination du colonel Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre par intérim. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga reprend donc ses fonctions après une retraite médicale. Le décret est lu ici par le secrétaire général de la présidence, Mamadou Oulalé. Il était dans le 20h. Présidence de la République, secrétariat général, décret numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Le président de la transition chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Vu le décret 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret 2021-0387 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement. Décrète. Article 1er. Le colonel Abdoulaye Maïga est nommé en qualité de ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À ce titre, il assure l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances. Article 2. Le présent décret qui abroge les dispositions du décret 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement en ce qui concerne le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, celle du décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement en ce qui concerne le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et celle du décret 2022-0485 PTRM du 21 août 2022 désignant le colonel Abdoulaye Maïga en qualité d'intérimaire du Premier ministre sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 4 décembre 2022, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Là, c'était là le secrétaire général de la présidence sur le plateau de 20h. Comment trouver une solution durable à la gestion des eaux usées à Bamako? La question est au centre d'une rencontre de 2 jours organisée par la coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration au Mali et l'ONG Porda. Ces acteurs se penchent principalement sur la relecture de la redevance du service public d'assainissement des eaux usées et boues de vidange. Le point avec Koumba Sissi. Selon les données de l'enquête démographique et de santé du Mali et des SM6 2018, le district de Bamako produit lui seul chaque année plus de 600 000 mètres cubes de boues de vidange. Et la gestion de ces déchets liquides demeure un problème majeur dans la capitale. D'où la pertinence de cette rencontre de plaidoyer pour la révision de la redevance du service public d'assainissement des eaux usées et boues de vidange. Plaidoyer qui est perçu par les acteurs de l'assainissement et leurs partenaires comme un des moyens de proposer une solution à la question. Chaque jour, chacun produit des bouts de vidange. Et si on ne l'attaque pas tout de suite, ça va être extrêmement compliqué. Donc nous avons porté le plaidoyer pour qu'on puisse réaliser des stations de traitement des bouts de vidange. Ces activités d'assainissement de la CNC Pawosh sont appuyées par l'ONG Borda.
Cela a pour conséquence des sérieuses augmentations sur des risques et sur la santé et la perturbation des écosystèmes locaux, d'où la biodiversité également qui rentre en jeu. Pour faire face à tous ces défis liés à la gestion des déchets liquides et solides, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration au Mali, ANGESEM, a été créée par l'État. Avec la relecture des textes de l'Agence en 2020, il convient de procéder également à la relecture du décret 2014-0474 PRM du 23 juin 2014 fixant la redevance du service public d'assainissement des eaux usées. Dans la pratique, les taux indiqués dans le dit décret se sont avérés insignifiants pour l'entretien et l'exploitation des stations d'épuration. Ces 2 jours de réflexion ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité des services d'assainissement au Mali. La bonne compréhension de l'avant-projet de constitution du Mali est une préoccupation des jeunes du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité au Mali, Gradi Mali. Ils ont initié une journée d'échange samedi avec comme invités panélistes un politique, un juriste et un constitutionnaliste. Les 2 groupes qui prônent une démocratie adaptée à nos réalités estiment que la démarche de l'avant-projet de constitution du Mali est participative et inclusive. Jules Sambou Sissoko. Les enjeux de l'avant-projet de constitution du Mali, c'est le centre d'intérêt de ce cadre d'échange, à l'initiative du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité au Mali, Gradi Mali. Nous voulons cibler beaucoup, surtout la jeunesse, à s'impliquer davantage dans la vie politique du pays, en comprenant d'abord qu'est-ce que c'est que l'avant-projet de cette constitution et pouvoir l'adapter à nos réalités. On ne peut pas faire de nouvelles constitutions sans résoudre certains préalables. Parmi ces préalables, on peut citer l'abrogation de la Constitution de 1992, qui ne prévoit pas sa propre fin, mais sa révision. Deuxièmement, il faut une nouvelle constituante. Le CNT actuel ne peut pas jouer ce rôle. Donc le CNT n'est pas une constituante. Enfin, pour qu'il y ait une nouvelle constitution, il faut un consensus entre les acteurs politiques, notamment sur les réformes majeures. À travers cette initiative très opportune, il s'agit pour les jeunes de Gradi Mali de mieux comprendre et de se forger une idée sur l'avant-projet de constitution du Mali, dont la perception par le peuple est fondamentale selon les invités panélistes du jour. Célébration en différé du 33e anniversaire de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Cette journée est célébrée chaque année le 20 novembre. Le thème retenu pour cette édition est « Pour chaque enfant, participation, égalité des droits et inclusion ». Aliou Abdoulaye Touré. La célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant offre l'opportunité aux structures et aux organisations de défense des droits de l'enfant de mettre en lumière les acquis et les défis liés aux droits en question. Le message que je tire de l'organisation de cette journée est un message qui est d'interpellation des enfants du Mali sur différentes violations de leurs droits fondamentaux qui sont de l'ordre du mariage précoce, de l'inexistence d'actes de naissance, de l'insécurité. Cette journée marque l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 ainsi que la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'une des missions de la Commission nationale des droits de l'homme est de mener toute action de sensibilisation, d'information et de communication susceptible de contribuer à instaurer une culture des droits de l'homme. Le droit à l'éducation, qui souffre d'atteintes dans le nord et le centre de notre pays. Une partie importante du territoire national est affectée par ces abus et violations. Quant au représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, il a salué les progrès réalisés en termes de promotion des droits de l'enfant. Des progrès remarquables ont été enregistrés dans chacun des grands domaines des droits de l'enfant, à savoir la survie, le développement, la protection et la participation de l'enfant. La journée a été marquée par une série d'activités, notamment des jeux d'éveil pour les enfants, des sketchs de plaidoirie des enfants, d'islam et des chants.
1,35 milliard de francs CFA, c'est le coût des nouveaux projets lancés par l'UNICEF à Tombouctou, dénommé projet intégré d'appui au renforcement des interventions communautaires à haut impact sur la santé de la mère et de la survie et le développement de l'enfant. Il sera mis en œuvre par International Medical Corps dans les régions de Bandiagara et Tombouctou durant 12 mois. Reportage Najim Babasisi. Intitulé Projet d'appui au renforcement des interventions communautaires à haut impact sur la santé de la mère et la survie et le développement de l'enfant. Ce nouveau projet qui vient d'être présenté aux acteurs intervenant dans la santé communautaire est financé par l'UNICEF à plus d'1 milliard de francs CFA et sera mis en œuvre par International Medical Corps dans les régions de Bandiagara et de Tombouctou sur une durée de 12 mois. L'objectif visé est de contribuer à améliorer la santé de la mère et de l'enfant à travers le renforcement des interventions communautaires à haut impact sur la santé. Il s'inscrit en droite ligne avec la politique nationale de santé communautaire. Les responsables sanitaires, aussi bien que les autorités régionales, félicitent et saluent les multiples actions entreprises par ces deux partenaires dans le cadre de l'amélioration de la santé dans la région de Tombouctou. Je voudrais vous témoigner encore une fois de plus toute notre satisfaction par rapport aux efforts déployés par l'ensemble des acteurs humanitaires afin de relancer les activités de santé dans la région de Tombouctou et vous demander de redoubler d'ardeur pour maintenir le cap dans l'intérêt de notre vaillante population. De tout ce qu'ils ont pu faire en matière de santé et de soins gratuits, de tout ce qu'ils ont pu faire en matière de référencement, de tout ce qu'ils ont pu faire en matière de santé maternelle et infantile, de tout ce qu'ils ont pu faire dans la lutte contre le paludisme. Le présent projet ambitionne de toucher environ 260 000 bénéficiaires directs dans les régions de Tombouctou et de Bandiagara. L'association des leaders religieux de Ségou vient de tenir un atelier de sensibilisation sur la tolérance et l'acceptation religieuse. Une centaine de jeunes étaient présents à cette cérémonie soutenue et financée par l'initiative conjointe pour une action religieuse stratégique JISRA. L'objectif est de promouvoir un Mali avec une diversité religieuse où chacun vit harmonieusement avec l'autre sans condamner son appartenance religieuse. Reportage Honoré et Isaba. À travers cet atelier, l'initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, JISRA Mali, sensibilise les jeunes de toutes les confessions religieuses sur la tolérance et l'acceptation religieuse. Une acceptation qui est un facteur essentiel de la cohésion sociale et la paix. Que l'autre ait sa croyance religieuse propre à lui, différente de la mienne, je peux quand même l'accepter comme telle. Et cela ne doit pas m'empêcher que nous puissions vivre ensemble. C'est pour dire à tous les Mali, que ce soit musulmans, chrétiens, protestants ou bien d'autres confessions religieuses, donner la main et travailler, vivre ensemble, ça fait partie de la religion islamique. Les échanges au cours de cet atelier ont porté sur la situation sociopolitique, sécuritaire et économique qui font objet de grandes souffrances au Mali, des situations pouvant engendrer des conflits entre des confessions religieuses. La population malienne est très jeune. Je crois que les jeunes constituent les 70% de la population, si je ne me trompe pas. Donc en nous appuyant sur ça, les jeunes aussi, à travers eux, on peut engager des compétitions comme le football, c'est un facteur d'union, de cohésion sociale, pour communier autour d'un événement qui a un langage universel. Ainsi, une centaine de jeunes sont sensibilisés sur la tolérance religieuse afin de promouvoir un Mali pacifique, juste et convivial. Des équipements sportifs sont remis aux jeunes dans l'optique d'un match fédérateur pour la circonstance. En troisième région, les sous-préfets et les maires des communes du cercle de Sikasso échangent depuis jeudi sur les acquis et défis du développement du cercle de Sikasso. C'est à la faveur de la troisième session du CLOCSAD organisée par le conseil de cercle. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et promouvoir la synergie d'action entre les acteurs du développement. Compte rendu Moustapha Doumbia, Amadou Doulou. Il s'agit de la troisième et dernière session du CLOCSAD, comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, un cadre qui regroupe les maires, les sous-préfets, les représentants des projets et programmes et de la société civile du cercle de Sikasso. Une rencontre organisée par le conseil des cercles et ses partenaires. Cette session vise à partager avec les acteurs clés
et les agents des services techniques de l'État le contenu de tous les objectifs de développement entrepris par les collectivités en vue d'obtenir leur pleine participation, implication et appropriation de la dynamique de mise en œuvre des activités et des acquis. Les échanges portent sur la situation des impôts et taxes des opérateurs de téléphonie mobile, les rôles et missions de l'Agence de développement régional, les activités des projets intervenant dans la région. Actualité oblige, au plan mondial, la guerre Ukraine et Russie. La poursuite de la campagne agricole 2022-2023 à travers les récoltes et les activités de contre-saison. La poursuite des opérations de révision des listes électorales au titre de l'année 2022, l'adoption des budgets primitifs de 2023. La session sera sanctionnée par des recommandations pour l'accès des populations aux services sociaux de base et le développement du cercle de Sikasso. La compagnie Jara Transport a procédé samedi à l'inauguration de sa nouvelle gare routière. D'une capacité d'accueil de 1000 personnes, la nouvelle gare offre plusieurs commodités aux passagers. La nouvelle infrastructure est baptisée Feu Modibo Jara, père fondateur de la compagnie Jara Transport. Le point avec Abdul Karim Kaba. Bâtie sur un demi-hectare, la nouvelle gare routière, sur le siège de Jara Transport, est sise à Sogonoko, en commune 6 du district de Bamako. Il est composé de 2 salles de passagers de 1000 places par jour, un restaurant, 6 guichets et une mosquée. Dans le souci de renforcer nos capacités, pour mieux servir nos clients et dans les conditions optimales, et être encore plus proche de la population, que nous avons fait ce joyau architectural à la hauteur de leur mérite. Cette nouvelle gare contribuera non seulement à l'épanouissement de l'économie de la commune 6 du district de Bamako, mais aussi celle de la ville en tant que créateur d'emplois, mais aussi pour diverses activités liées au transport. Tout en saluant la compagnie Jara Transport, dans sa mission de développement du transport malien, le directeur général des transports a salué l'investissement. Merci Madame la PDG pour vos initiatives, pour les investissements consentis, pour les emplois créés et pour votre investissement dans le futur. Puisse votre engagement faire des émules, c'est-à-dire que le ministère des Transports et des Infrastructures voudrait que cette action soit multipliée par les autres compagnies de transport. Cette nouvelle gare routière vient ainsi renforcer la compagnie Jara Transport et le secteur du transport malien, et c'est là au grand bonheur des passagers maliens et de la sous-région. Fin ici à Bamako de la 2e édition de la foire de l'entrepreneuriat, une initiative qui vise à soutenir les entreprises locales du projet. Ce cadre mis en place par FACEJ, le fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes en partenariat avec Suisse Contact, est une initiative qui permet aux unités locales de démontrer leur talent à travers la vente des produits et l'opportunité de commercialiser à l'étranger. Reportage Boubacar Kanouti. Le fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes FACEJ soutient les entreprises locales en termes d'expertise et accompagnement financier pour la valorisation et la promotion de leur label. 200 entreprises sélectionnées sur 1000 ont exposé durant 4 jours leurs produits à la faveur de la 3e édition de cette foire sanctionnée par la remise d'attestation. La particularité cette année, c'est qu'on a essayé de s'améliorer par rapport à l'année dernière. Elles ont pu exposer leurs produits pendant 4 jours. Et puis, à côté de cette exposition, il y a eu un grand panel. Nous, on est toujours impressionnés par la créativité. Je suis très honorée de recevoir ces prix. Une unité de transformation de jus naturel et de sirop. Nous assistons aujourd'hui à une émergence tous azimuts dans le monde de l'entrepreneuriat porté par des hommes et des femmes. Ça m'a permis de faire connaître mes nouvelles innovations et avoir de nouveaux clients. Dieu merci, on a fait des recettes, on a pu écouler nos produits. Voilà, on remercie beaucoup l'équipe de FACEJ qui nous a beaucoup aidés. La prestation des marionnettistes artistiques et le sketch sur les difficultés des entreprises ont mis fin à cette 2e édition. L'UNICEF, en collaboration avec les autorités administratives de Koutiala, a célébré la 13e édition de la Journée mondiale des toilettes dans la ville de Kouledjanka. Le slogan international « Eau souterraine et assainissement, rendre visible l'invisible » était le centre d'intérêt de cette journée. Brima Koni. Cette 13e édition de la Journée mondiale des toilettes devra permettre de mettre l'accent sur les effets des systèmes d'assainissement inadéquats
et les eaux souterraines. D'où le slogan international « Eau souterraine et assainissement, rendre visible l'invisible ». Cette année, nous voulons mettre en lumière le rôle vital que jouent des toilettes sûres dans tous les aspects du développement durable, visible ou invisible, et l'urgence d'agir résolument sans attendre pour réaliser le droit fondamental à l'eau et à l'assainissement dans notre région. Des témoignages ont permis de magnifier les actions de bienfaisance de l'UNICEF dans certains établissements scolaires de Koutiala. Une imposante troupe a livré des sketchs sur les bonnes pratiques d'hygiène et l'amélioration des conditions sanitaires des populations. Nous avons entamé une démarche qui vise à rendre le cercle de Koutiala le cercle qui a mis fin à la défécation à l'air libre. L'UNICEF a remis des kits d'assainissement au groupe scolaire de Ntonasso, toutes choses qui devront contribuer à la gestion efficiente du système d'assainissement. Les eaux souterraines sont essentiellement notre survie. Malheureusement, avec l'inadaptation des systèmes d'assainissement, les déchets humains sont répandus dans les rivières, polluant ainsi ces sources en eau qui se trouvent sous nos pieds. Comme on pouvait lire sur les banderoles, les systèmes d'assainissement doivent résister au changement climatique. Clôture de la 5e édition du Festival des motards du Mali. La sensibilisation au port du casque était au cœur de cette édition. C'est ce que nous dit Abiba, président du club des motards du Mali. Il est au micro de Bemba Sibi. J'ai un sentiment de satisfaction totale. Comme vous venez de voir, notre objectif a été atteint. Parce que là, on a véhiculé un très bon message par rapport au port du casque. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, ils sont tous présents. Un invité spécial, c'est un ami motard, M. Thibault, qui est français. Il a tenu à être là avec nous. C'est pour vous dire que la moto fédère. Avant qu'il ne vienne au Mali, on lui a dit, ne viens pas au Mali. Le Mali, il y a la guerre. Le Mali, il y a la famine. Le Mali, il y a la crise. Mais il a bravé tout. Il est venu ici. Lui-même, il a vu. Donc, ça serait une bonne occasion d'aller dire en Europe que le Mali, c'est l'hospitalité, c'est l'entraide et l'amour. Avec cette mobilisation, le challenge est énorme pour la prochaine édition. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand on est motard, on n'a peur de rien. On a peur de rien. Là, la prochaine fois, on sait ce que nous devons faire. Ça va être plus grandiose que ce que vous venez de voir. Deuxième édition du festival Yereko, ça se passe au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'événement initié par l'Association pour la révalorisation des arts et de la culture vise à transmettre certaines valeurs culturelles à la jeune génération. Mariam Koulibaly. Et regroupant les acteurs du théâtre, du cinéma et de l'humour, le festival Yereko s'est vu une tribune d'échange entre les anciens de ces domaines et la nouvelle génération. L'objectif est de conserver la culture à travers le spectacle vivant. Les jeunes sont venus me voir, ils m'ont dit « Tanti, on ne voit pas beaucoup les anciens du théâtre et du cinéma ». Je les ai informés et du coup tout le monde a adhéré afin qu'il y ait un festival chaque année pour que nos anciens puissent venir sur les planchers, devant le grand public, faire des sketchs ou bien même défiler. Le programme, meublé par des ateliers de formation, des projections et des expositions d'art, a débuté par une conférence débat sur la culture malienne. Cela afin d'inviter la jeunesse à s'approprier son passé pour construire le présent. J'ai comparé la culture à un arbre qui a ses racines profondément plantées dans la tradition, qui tire la sève vivifiante de la tradition pour nourrir le tronc. Et le tronc, en grandissant, pousse des branches multiples, qui aussi poussent des feuilles. Chaque feuille est une entité de la culture. Chaque branche est une entité de la culture. Et le tout se rejoint dans le tronc, qu'on appelle la culture. Et le conférencier de se réjouir de l'initiative qui, selon lui, permet de parler à la jeunesse et surtout de conserver les valeurs traditionnelles.
Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.